Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette première journée concernant les estimations de la prévalence de l'infertilité. Nous sommes ravis de voir que tant de personnes se trouvent ici. Je travaille à l'OMS, au département de la santé et de la reproduction, et je dirige le réseau de l'IBP, qui est un réseau de partenaires de la société civile qui cherche à faire adopter euh, les lignes directrices de l'OMS concernant la santé de la reproduction. Comme vous le savez, nous travaillons dans un domaine qui est très vaste. Pour moi, personnellement, ceci a une grande signification car comme de nombreuses femmes, j'ai eu des problèmes pour avoir des enfants et donc nous souhaitons que l'infertilité fasse partie du domaine général de la santé de la reproduction. Pour commencer, la directrice de notre département prendra la parole. Ensuite, nous entrerons dans les méthodes et les démarches pour travailler dans ce domaine. Ensuite, le docteur Mbourou parlera de ceci et il y aura également une discussion de panel avec des perspectives mondiales et selon différents pays et selon les patients. Et enfin, James Chiari prendra la parole à la fin et nous aborderons la possibilité d'une communauté de pratique. Alors, avant de commencer, sachez que ce webinaire sera enregistré et disponible sur la chaîne YouTube Média HRP de l'OMS. Nous ne prendrons pas de questions en direct aujourd'hui car nous manquons de temps, mais nous vous demandons de les soumettre à tout moment en utilisant l'icône Q&A et nous essaierons d'y répondre ultérieurement ou en direct si c'est possible. L'interprétation est disponible en français, anglais et espagnol. Vous pouvez cliquer sur le globe terrestre qui est présent en bas de votre écran. Et encore une fois, je remercie les interprètes qui permettent d'organiser des séances très inclusives. Je vais maintenant vous présenter. Je vérifie qu'elle est bien là. Je ne vois pas le docteur Pascal Alloté, donc peut-être pouvons-nous garder nos remarques. Ah, voici donc le docteur Pascal Alloté que je vous présente. Elle est actuellement directrice du département santé et recherche génésique de l'OMS, qui comprend le programme spécial de recherche sur la reproduction humaine. C'est une figure de proue dans ce domaine et nous sommes très heureux de la recevoir ici. Elle va prononcer quelques remarques liminaires. Nous vous souhaitons la bienvenue et c'est à vous. Mes excuses pour ce petit retard, question technologique. Bonjour et je souhaite une chaleureuse bienvenue aux participants à ce webinaire qui accueille ce nouveau rapport qui est sorti aujourd'hui sur l'infertilité. Un très grand nombre de personnes sont affectées dans le monde tout au long de leur
période de procréation. C'est un état qui affecte les hommes et les femmes et qui est défini comme étant l'incapacité de concevoir après avoir essayé pendant une période ininterrompue de 12 mois. C'est donc une question de santé publique car elle peut entraîner des impacts négatifs sur la vie des personnes. La procréation connaît des pressions très importantes pour l'affirmation de la féminité et du couple. Et donc, l'incapacité de procréer peut entraîner des conséquences de dépression, des problèmes mentaux et autres. Et donc, ceci met à mal les relations au sein du couple également. L'un de mes messages principaux et que les conférences internationales sur la population et le développement qui s'est tenue en 1994, elle a identifié la prévention, le diagnostic ainsi que le traitement de l'infertilité comme un point positif dans le cadre de la planification familiale. Et pourtant, c'est un domaine qui est resté au second plan jusqu'à ce jour. Et donc, pour de grands nombres de personnes, l'infertilité constitue un très gros problème qui affecte de façon démesurée les couples, les personnes défavorisées. Donc, ceci ne fait que renforcer l'inégalité entre les personnes et creuser le fossé entre les pauvres et les riches. C'est pourquoi nous souhaitons nous souhaitons que soient engendrées des données qui soient plus fiables et que des efforts supplémentaires soient effectués dans le domaine de la recherche. Nous reconnaissons que le traitement de l'infertilité est assez cher, mais nous pensons qu'il est nécessaire de veiller lorsque l'accès est disponible, que ce service d'accès à la fertilité soit fourni de façon plus équitable. Je vous remercie toutes et tous de nous avoir rejoints et j'espère que ce webinaire sera le premier de nombreux qui feront avancer les choses. Merci beaucoup, Pascal. Oui, nous sommes très heureux de voir que l'infertilité est en train de reprendre sa place dans nos travaux. Je vous présente le docteur Marie Thomas, qui est professeur associé au département des sciences de la famille de la faculté de santé publique de l'Université du Maryland. Et elle a effectué beaucoup de travaux dans ce domaine. Merci de m'avoir présenté et de m'avoir invité à m'exprimer sur les méthodes d'évaluation de l'infertilité dans les études basées sur la population. Comme le montre cette image, voilà, cette image-là. L'infertilité est liée à de nombreux objectifs de développement durable. La première étape pour traiter de ces intersections est d'estimer et de produire des mesures valables de la prévalence de l'infertilité. Nos travaux s'appuient sur une étude systématique commandée par l'OMS dans laquelle nous traitons deux principales questions. La première était la suivante. Quelles approches ont été appliquées pour estimer l'infertilité dans des études représentatives au niveau national? Nous avons extrait pour ce faire des informations sur le type de données nécessaires
à formuler des estimations sur les points forts et les faiblesses de chaque approche. Nous avons effectué un examen systématique et une méta-analyse des études sur la prévalence de l'infertilité. Des études obtenues à partir d'échantillons représentatifs dans toutes les régions du monde de 1990 à mars 2021, sans restriction linguistique car tous les questionnaires ont été traduits. Et donc, nous avons extrait des informations descriptives sur la conception de l'étude et les méthodes d'analyse appliquées. Pour résumer ces démarches, je récapitulerai les démarches et je mettrai en évidence leurs points forts et leurs points faibles. Nous en avons identifié donc 6. Les 3 premières sont basées sur la durée. Les 2 suivantes engendrent des mesures binaires, directement ou indirectement. La dernière est une estimation basée sur un modèle qui a été utilisé en association avec l'une des 5 premières démarches. La majorité des études que nous avons identifiées dans notre examen a appliqué l'approche binaire, soit donc directe. Les études prospectives pourraient inclure des participants avant ou pendant les rapports sexuels non protégés. Et donc, la mesure de l'infertilité se définit comme un TTP supérieur à un seuil spécifié, notamment 12 mois. Les points forts est que cette méthode est considérée comme une estimation valable du TTP et un étalon or pour la comparaison. Cette conception permet de recueillir des données détaillées sur les expositions et les résultats. Mais cette généralisation peut être limitée car l'échantillon est souvent restreint aux personnes qui souhaitent procréer. Et il peut y avoir des coûts de mise en œuvre élevés. Un modèle rétrospectif de TTP comprend les participants recrutés après les 12 mois de tentative de grossesse ou de rapports sexuels non protégés. Ensuite, ils sont interrogés sur le temps total passé à essayer de procréer. Comme dans les études prospectives, l'infertilité est définie comme un seuil de PPT. Les points forts de ce modèle, encore une fois, sont qu'il est peut-être plus facile d'établir des échantillons représentatifs car cela peut se faire avec un modèle transversal. Mais les périodes de rappel plus longues ou les périodes qui ne se sont pas terminées par une grossesse peuvent être sujets à un biais. Les études rétrospectives étant basées sur la grossesse, les questions portent sur un événement particulier de grossesse. Le problème est que cette méthode sous-estime l'infertilité car elle exclut les personnes qui n'ont jamais été enceintes ou n'ont pas pu le faire. La dernière des approches fondées sur la durée est le modèle de durée actuel, qui est une approche utilisée plus récemment pour l'estimation de l'espérance de vie à partir d'autres modèles. Ceci consiste à interroger les participantes qui présentent actuellement un risque de grossesse sur la durée actuelle de leur tentative de grossesse. Elle est ensuite utilisée pour estimer une distribution ainsi que l'infertilité. Les points forts de cette méthode sont les mêmes que ceux des modèles rétrospectifs, mais à la différence de certaines études rétrospectives sur le TTP, une étude sur la durée actuelle peut comprendre des personnes qui ne concevront peut-être jamais d'enfants. Les limites de cette approche sont que le TTP est estimé et non pas observé et qu'elle repose sur des hypothèses scientifiques qui peuvent parfois ne pas être valables. Cette quatrième approche est une mesure binaire de l'infertilité autodéclarée.
Elle interroge les personnes sur leur capacité à concevoir sur une période définie à l'avance, 12 mois, qui la différencie des autres approches. Les points forts de cette approche sont que les participants sont interrogés directement sur une définition spécifique de l'infertilité, comme les 12 mois. Mais ceci limite les réponses des personnes interrogées à une seule définition ou à un seul seuil d'infertilité. Nous avons, diapo suivante, nous avons défini la 5e approche comme une mesure construite de l'infertilité qui applique un seuil préspécifié. Donc, c'est une méthode qui utilise aussi des données sur l'utilisation de contraceptifs, l'activité sexuelle, l'historique des naissances et le type de relation. Cette approche a souvent été employée en utilisant un seuil de 5 ans ou plus pour définir l'infertilité. Les points forts sont semblables à ceux d'autres approches pour ce qui est de la vérification d'échantillons représentatifs, mais elle s'appuie sur des questions indirectes ou des estimations approximatives concernant la durée de risque de grossesse. Voilà quelques défis pour les 5 approches. J'ai présenté un résumé de toutes les informations ici. Ces défis sont inhérents au défi de mesurer l'infertilité de façon générale. Voilà quelques exemples, comment traiter ou d'intégrer les intentions de grossesse dans la définition et le rappel de l'information. Enfin, le choix peut avoir une influence sur l'ampleur des estimations. Cela dépend de si vous allez inclure tous les répondants, même ceux qui font des efforts de tomber enceinte. Nous avons une 6e approche qui est une estimation basée sur un modèle. Nous utilisons des modèles statistiques afin de produire des estimations de prévalence de l'infertilité pour certaines régions et nous essayons aussi d'incorporer des variables clés pour nous aider avec cette estimation. Les points forts de cette approche sont que nous pouvons utiliser des informations sur la prévalence de l'infertilité des régions avec les données et nous pouvons après extrapoler ces informations aux régions où les données sont manquantes avec des hypothèses raisonnables. Mais une limitation est que nous dépendons des mesures standards qui ne sont pas toujours disponibles. Maintenant, je vais parler de quelques recommandations pour l'estimation et les rapports selon notre examen de la littérature. Tout d'abord, une approche standard devrait impliquer un ensemble de questions qui devraient être élaborées pour faciliter la comparaison entre les études. La définition devrait inclure une définition de 12 mois qui conforme avec la définition de l'OMS. En sélectionnant une approche de méthodologie, ce choix pourrait prendre en considération les points forts et les points faibles dans le contexte des objectifs de recherche, des sources de données, des ressources disponibles et la fiabilité des estimations. Après avoir fait la collection de ces données et pour faciliter les rapports et les comparaisons, les études devraient inclure les questions de sondage et les méthodes qu'on a utilisées, l'estimation de prévalence et une mesure de la précision de cette estimation et, si c'est possible, l'infertilité totale, primaire, secondaire, avec les informations sur l'âge et le sexe du participant. Enfin, quand nous allons faire la comparaison, il faut prendre en compte les définitions, méthodes et d'autres éléments similaires. Ces comparaisons devraient décrire les facteurs de contexte qui pourraient avoir un effet sur la grossesse ou
les rapports de l'infertilité. Merci beaucoup pour votre attention. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Marie, pour cette présentation. Je sais que ce sont des questions très compliquées. Et vous avez fait une excellente présentation. Maintenant, je vais présenter le docteur Jito Mburu, qui est scientifique au sein de l'unité contraception et soins de la fertilité du département santé sexuelle et reproductive de l'OMS. Docteur Jito, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, Nandita. Merci à tous mes collègues d'être ici avec nous aujourd'hui pour le lancement de ces estimations de prévalence de l'infertilité. Maintenant, je vais présenter les résultats clés et les messages de ces estimations. Tout être humain a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, et la prévention, le diagnostic et le traitement de l'infertilité sont une composante essentielle des services de santé sexuelle et reproductive. La prise en charge de l'infertilité est pertinente pour la réalisation de l'objectif de développement durable numéro 3, relatif à l'accès universel à la santé et aux droits en matière de sexualité et de procréation, ainsi que l'objectif de développement durable numéro 5, relatif à l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes et des filles. Compte tenu de ces objectifs mondiaux, il est nécessaire de disposer de données actualisées afin d'éclairer les politiques et les services de santé et de suivre les progrès réalisés. Les dernières estimations de la prévalence de la fertilité dans le monde ont été produites par l'OMS dans un article scientifique il y a plus de 10 ans. Nous avons donc mené une analyse dans le but de générer des estimations actuelles de la prévalence de l'infertilité au niveau mondial et régional en analysant toutes les données disponibles publiées entre 1990 et 2021. Nous avons utilisé les 4 étapes clés décrites sur cette diapositive suivante. Plus de 12 000 études uniques ont été identifiées pour faire cette analyse. Beaucoup ont été exclus parce qu'ils ne remplissaient pas les critères d'inclusion. C'était des études qui n'ont pas des études représentatives de la population ou c'était des études qui ne présentaient pas d'informations sur la prévalence de l'infertilité ou ce n'était pas dans la durée prescrite. Suivante, nous avons utilisé les études qui ont été conçues pour être représentatives de la population générale, qui avaient recueilli des données pendant ou après 1990, qui a utilisé une définition de l'infertilité qui était de 6 mois. Nous avons utilisé les études qui ont utilisé la durée de 12 mois pour faire les estimations. Nous avons aussi utilisé les études qui présentaient les données régionales pour faire des analyses. Nous avons aussi inclus des conceptions d'études différentes, les études de cohorte, les études sur la population générale, ainsi que des essais randomisés contrôlés. Nous avons aussi utilisé toutes ces études qui ont été représentatives de la population. Nous avons identifié 5 approches différentes utilisées pour mesurer la prévalence de l'infertilité. Nous avons plusieurs approches ainsi que les mesures autodéclarées, les mesures de l'infertilité construites. Nous avons identifié des approches, par exemple, le délai avant la grossesse, comme Marie en a parlé pendant sa présentation. Des 133 études, une majorité de 101 études ont rapporté la définition de 12 mois utilisée par l'OMS. C'était un point important pour nous parce que nous avons, avec cela, compris que nous pouvons utiliser une définition
consistante pour l'infertilité. Il y avait d'autres études qui ont utilisé une définition de 6 mois, de 8 mois, et ces études n'ont pas été très utiles pour notre analyse. La plupart ont inclus des études où les participants étaient de l'âge de procréation. Par exemple, il y avait des définitions entre 20 ans et 49 ans, mais pour la plupart, les participants à l'étude étaient en âge de procréer. Il y avait très peu d'études qui ont inclus des participants âgés de plus de 49 ans. Le statut de la relation dans ces études était diversifié. Ces études, il y avait des études qui ont euh, impliqué seulement des personnes qui sont déjà mariées. Il y avait d'autres qui n'ont pas restreint cette participation. Gito, je vous demande de parler assez doucement. Nous avons un service d'interprétation aujourd'hui. Nous voulons assurer l'interprétation. D'autres informations, nous voyons qu'il y a une variation régionale avec la disponibilité des données. Nous avons travaillé avec les données disponibles et nous avons 35% des études de la région européenne, 11% des études de la région euh, de la Méditerranée de l'Est et 9% des études de la région de l'Asie du Sud-Est. Plus important, il n'y avait pas d'études avec des estimations de 12 mois de cette région. Diapositive suivante. Ici, nous voyons oui, des délais. Vous pouvez avoir des détails dans le rapport. Nous avons constaté des écarts importants entre la durée de vie de 12 mois et la période d'infertilité. Nous avons ici constaté quelques limitations par rapport aux estimations. Ici, nous avons les fourchettes d'estimation de l'infertilité. Nous avons noté des valeurs aberrantes. Nous avons appliqué une méta-analyse des proportions pour calculer la prévalence de l'infertilité à 12 mois globalement et stratifié en fonction du niveau de revenus de pays, des régions du monde, de type de participants et de l'approche méthodologique. La méta-analyse a été appliquée seulement aux études qui faisaient état d'une définition d'infertilité à 12 mois, conformément à la définition de l'OMS. 84 études ont fourni 91 points de données qui ont été utilisés pour générer des données groupées à l'aide de deux mesures clés. Pour cette raison, plusieurs études qui ont utilisé une définition de 6 mois ou de 36 ou 60 mois ont été exclues. Et avec cette définition, nous avons identifié 84 études qui ont fourni des données sur les estimations à 2 mois. Nous avons la prévalence au cours de la vie, qui est la proportion d'une population qui a déjà connu l'infertilité au cours de sa vie. Et nous avons de l'autre côté la prévalence périodique, qui est la proportion d'une population souffrant d'infertilité à un moment donné ou à un intervalle de temps donné. Les résultats de notre analyse ont montré que la prévalence de l'infertilité au cours de la vie était de 17,5%, avec des intervalles de confiance à 95% de 15 à 20,3% et que la prévalence de l'infertilité au cours de la période était 12,6 avec des limites supérieures et inférieures à 10,7 et 14,6%. Cela signifie qu'une personne sur 6, essentiellement des adultes en âge de procréer, connaîtra l'infertilité au cours de sa vie. L'infertilité périodique est utile pour donner une indication du besoin actuel de services, tandis que la prévalence au cours de la vie donne une meilleure mesure
du fardeau global de l'infertilité au cours de la période de reproduction. Nous avons ensuite stratifié la prévalence en fonction du niveau de revenu des pays et constaté qu'il n'y avait pas de différence en fonction de la catégorie de revenus. La prévalence au cours de la vie était de 17,8% dans les pays à revenus élevés et de 16,5% dans les pays à revenus faibles ou moyens. Ce n'est pas substantiel ou significatif et la prévalence de l'infertilité au cours de la période était similaire, 12,6%. Bien qu'il y ait tendance à une prévalence plus élevée de l'infertilité à vie dans la région du Pacifique occidental et de l'infertilité périodique dans la région de l'Afrique, ces différences n'étaient pas concluantes vu le chevauchement des intervalles de confiance. Comme vous pouvez le voir sur cette diapo, la prévalence à vie était de 23,2% dans le Pacifique occidental, 20% dans les Amériques, 16,5% en Europe, 13,1% en Afrique et 10% dans la région de la Méditerranée orientale. Mais la plupart des intervalles de confiance autour de ces estimations régionales se chevauchaient. Une situation similaire a été observée pour la prévalence de la période. La variation limitée de la prévalence entre les régions et selon le niveau de revenu du pays souligne que c'est véritablement un problème mondial qui touche tout le monde dans tous les pays, dans toutes les couches de la société. On a effectué une méta-régression pour essayer de comprendre l'effet des différences régionales, l'approche méthodologique et le fait que le numérateur incluait ou non des intentions, différentes catégories et la qualité des études sur la base d'un score de risque de biais. Dans d'autres études, la métarégression a donné des résultats similaires aux estimations. Dans le même modèle de métarégression, les différences selon l'approche méthodologique étaient minimes. Vous pouvez voir ceci en bas à droite de la slide. Diapo suivante. Et de même, les résultats de la métarégression pour la stérilité périodique étaient en cohérence avec les résultats non ajustés, qui montraient une tendance à une prévalence plus élevée dans les régions de l'Afrique et du Pacifique occidental. Mais ces différences ne sont pas concluantes vu le chevauchement des intervalles de confiance. Et nous n'avons pas toujours eu des résultats, des données adéquates, et ce qui rend ces estimations imprécises. Il est donc difficile de comparer les différentes études. Il est même difficile de suivre les changements au fil du temps, vu l'imprécision des estimations. La certitude des estimations est passée d'élevée à modérée à cause de leur incohérence. Les différentes méthodes sont en cause, le manque d'études en nombre suffisant et la variation des définitions et des critères d'inclusion ont contribué à cette certitude insuffisante. Ces estimations ont plusieurs implications pour la recherche. Il est important de souligner qu'il faut disposer d'un ensemble de questions normalisées pour mesurer l'infertilité et cet ensemble pouvant être intégré dans les enquêtes de routine sur les populations représentatives au niveau national.
Actuellement, la plupart des enquêtes démographiques sur la santé ne recueillent pas de données qui sont conformes à la définition de l'OMS. Donc, nous n'avons pas pu utiliser cette source de données. Nous n'avons pas pu non plus utiliser un grand nombre d'études parce qu'elles n'étaient pas représentatives ou elles ne fournissaient pas de données sur la période de 12 mois. Je souhaite souligner qu'il existe un grand nombre d'étapes clés et d'opportunités. Par exemple, saisir l'occasion de posséder davantage de données par pays et deuxièmement, vérifier que ces études sont mieux ventilées et ensuite veiller à ce que nous élaborions une méthode homogène pour collecter les données. Et il y a effectivement des enquêtes qui n'ont pas pu aboutir parce que nous n'avions pas les mêmes définitions. Et donc, comme ces études n'ont pas pu être menées à bien, l'utilisation de définitions homogènes nous aidera à obtenir de meilleures données qui pourront nous permettre de construire de voir les changements sur le temps. Donc, nous ne savons pas combien de millions de personnes sont affectées par l'infertilité, mais il semblerait que ce soit 17,5% de personnes. Ces données, de meilleures données nous auraient sans doute permis d'avoir davantage de précision. De la perspective, donc je reviens, voilà, de la perspective de l'OMS, nous œuvrons à des lignes directrices permettant de diagnostic et de traitement et de prévention de l'infertilité, mais nous avons une véritable opportunité d'accroître l'inclusivité. Et ceci également grâce au financement de la santé. De plus amples informations sur ces estimations sont disponibles dans le rapport complet d'aujourd'hui et d'autres données sur la méthodologie ont été publiées. Je souhaiterais remercier les nombreuses personnes qui nous ont aidés à compiler toutes ces informations. Je vous remercie pour votre attention et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour cette présentation excellente qui nous rappelle qu'une personne sur 6 sont affectées par l'infertilité et que donc tout le monde sur la planète est affecté par ce problème. Nous allons maintenant passer à la discussion en panel. Je vais vous présenter le modérateur, le docteur Askew. Il était récemment au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique et il a été directeur du programme spécial de recherche sur la reproduction humaine. Je vous donne donc la parole. Merci Nandita. Je souhaite féliciter l'équipe qui a réuni toutes ces estimations. Nous avons attendu longtemps, mais cela a vraiment valu la peine. Je pense que nous serons tous d'accord pour dire que toutes ces informations seront très utiles pour les politiques, le plaidoyer et les mesures à prendre. Et donc, espérons que nous pouvons renforcer la qualité des données ainsi que leur quantité. Nous avons réuni 7 intervenants et intervenantes excellents
3 qui représentent des partenaires mondiaux sur la fertilité et les services de prestations et les prestations de services de fertilité, et 3 personnes qui présentent des perspectives de pays et de patients. Donc, c'est mon plaisir de vous présenter la première intervenante, qui est Apourva Jadhav, qui est conseillère technique principale démographie politique de santé au Bureau de la population et de la santé reproductive de l'USAID. Elle participe donc à la gestion du programme d'enquête démographique et de santé, et également de l'accord interagence avec le Bureau du recensement des États-Unis. Donc, j'ai une question à vous poser concernant ces estimations. L'USAID, comme nous le savons, soutient depuis longtemps des enquêtes telles que le programme d'EDS. Donc, de votre point de vue, comment nous avons beaucoup entendu parler des difficultés d'obtenir des mesures fiables. Comment la mesure précise de l'infertilité peut-elle être intégrée dans les enquêtes nationales? Quels sont, d'après vous, les avantages ou les défis, et quel serait le processus à suivre pour y parvenir? C'est à vous. Merci, Ian, pour cette introduction, et je ne saurais trop vous dire combien je suis enthousiasmée par le lancement de ces estimations. L'obtention d'un consensus international sur la définition et la mesure de l'infertilité me semble importante pour la mesure de la santé sexuelle et reproductive, mais aussi pour la politique et le plaidoyer. Le vieil adage, ce qui est mesuré et fait ne pourrait être plus vrai pour cette politique de SSR sur l'infertilité, pour que la composante négligée de la SSR bénéficie de davantage d'attention, d'investissement. Le moment de ce lancement donc coïncide avec un autre événement marquant, la publication du numéro spécial de la revue Studies in Family Planning Journal. Ce numéro est axé sur l'amélioration de la mesure des indicateurs de base de la planification familiale et répond à la demande croissante pour des mesures de planification familiale axées sur la personne, de façon que nous puissions répondre véritablement à l'ensemble des besoins des femmes, des hommes et des couples pour leurs désirs et leurs choix en matière de reproduction. C'est vrai que la prévention, le traitement et la gestion de l'infertilité ont été désignés comme un élément essentiel du rapport de la commission Lancet sur la dernière révision du questionnaire de base des EDS financé par l'USAID. Il y a une nouvelle demande de réponse concernant la raison pour laquelle les femmes n'utilisent pas de méthode pour prévenir la grossesse. Et les raisons qui nous ont été données sont l'opposition à l'utilisation, le manque de connaissances, le coût, l'accès, la disponibilité et la méthode contraceptive. Pour cette dernière catégorie, pour la première fois, on dit les méthodes pourraient causer la stérilité. Et c'est une nouvelle option de réponse. Et donc, les premiers pays qui utilisent ce nouveau questionnaire, la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Cambodge, devraient être publiés prochainement et fourniront des informations en termes de proportion, mais en termes de ventilation également. Les jeunes femmes sont-elles plus susceptibles d'éviter d'avoir recours à la planification familiale par crainte de l'infertilité? S'agit-il d'une croyance plus forte dans certaines zones géographiques? Les implications d'une estimation standardisée sont immédiates et nombreuses. Tout d'abord, et je réponds à votre question, l'existence d'un consensus mondial sur la mesure indique qu'il est important de s'attaquer
à cet angle mort de la SSR. Ceci montre que les pays réfléchissent aux besoins de leur population en matière de reproduction dans le cadre des soins de santé. Ce consensus mondial montre également que les organisations biomédicales, fondations, les donateurs doivent envisager d'investir dans des diagnostics et des traitements peu coûteux. Donc, la communauté mondiale de la santé est intéressée par l'action et pas seulement les discours. Deuxièmement, plus important encore, ces estimations nous fournissent une feuille de route pour les programmes d'enquête mondiaux et locaux, tels que les EDS, pour demander directement aux femmes et aux hommes sans avoir recours à des questions indirectes. Comme le disait le docteur Guittard, le fait de pouvoir poser ces questions directement ouvrira de nombreuses possibilités en matière de programmes de santé sexuelle et reproductive. Ces programmes pourront intégrer des activités de changement social et comportemental pour réduire la stigmatisation de l'infertilité dans toutes les catégories, ainsi que des améliorations en matière de prestation de services et de qualité des soins. Avec des questions directes sur l'infertilité, les chercheurs pourront mieux comprendre les résultats démographiques de l'infertilité, la violence de genre et la santé mentale. Et enfin, les efforts de la communauté internationale pour établir ces estimations nous permettront d'espérer que ces changements seront possibles pour d'autres aspects de la santé sexuelle et reproductive qui ne sont pas suffisamment étudiés. Imaginez quand nous disposerons de données solides et comparables des infections sexuellement transmissibles, cancers ou autres formes de morbidité gynécologique. Si les priorités des programmes mondiaux sont de s'assurer que les individus et les couples atteignent leurs objectifs de fertilité, à ce moment-là, il faudra inclure de manière significative l'infertilité dans les programmes de santé. Merci beaucoup. Effectivement, c'est très prometteur pour notre avenir immédiat. Je vous remercie. Maintenant, je vais présenter notre prochaine intervenante, Nathalie Cap, qui est obstétricienne et gynécologue avec plusieurs années d'expérience dans les recherches. Elle est actuellement conseillère médicale de l'IPPF. Elle était auparavant directrice médicale de IPAS. Nathalie, vous travaillez avec l'IPPF, qui est une des plus grandes organisations qui fournit des services de traitement de l'infertilité dans presque toutes les régions du monde. Pouvez-vous nous parler de la prestation de services en matière d'infertilité au sein de l'IPPF, des succès actuels, des obstacles et des plans pour l'avenir et aussi comment ces estimations pourraient être utiles dans votre planification? Merci beaucoup, Ian. C'est un vrai plaisir d'être ici avec vous et je salue l'Organisation mondiale de la santé pour ces estimations. Nous attendons avec intérêt les lignes directrices. Je suis ici au nom de l'IPPF. Vous savez, c'est une organisation non gouvernementale qui fournit des services. Nous avons des membres dans 140 pays et nous fournissons des services de santé sexuelle et reproductive. Je vais partager quelques données de l'année dernière. Il y avait 69 associations membres qui ont fourni des services d'infertilité, la consultation, l'enquête et la gestion de l'infertilité. Nous avons fourni 2 millions de services l'année dernière. 130 000 services étaient les traitements d'ovulation provoqués.
Nous avons aussi constaté des obstacles à, à la prestation des services d'infertilité. Pour la plupart, par le passé, nos associations membres ont fourni des services de contraception. Pour nous, la sensibilisation reste un défi et la- les connaissances et la compréhension des contributions des hommes n'est pas très bien connue. En général, la connaissance par rapport à l'infertilité au niveau de la population est limitée et cela peut euh, créer plus de retard dans l'accès aux services. Dans la plupart des contextes, les services de l'infertilité sont disponibles dans le secteur privé et ces services coûtent très cher. Dans des pays à revenus faibles et intermédiaires, avec une population près du seuil de la pauvreté, les personnes n'ont pas les fonds nécessaires pour avoir accès à ces services. Même quand les services sont fournis par le gouvernement, il y a toujours des coûts supplémentaires. Beaucoup d'assurance nationale ou de couverture nationale ne couvrent pas les services de l'infertilité. En Amérique latine, des 18 associations membres, il n'y a que 7 associations qui peuvent offrir des tests au laboratoire. Il y a de plus un manque d'accès aux services d'infertilité. Cela veut dire que la formation pour pour les prestataires des services de l'infertilité est faible. Il y a pas beaucoup de prestataires qui ont reçu une formation pour ces services de l'infertilité, même dans des endroits où nous allons offrir ces services. Il y a très peu de personnes qui ont des formations pour du travail de transfert d'embryons, etc. À Burundi, tous les prestataires qui ont été formés travaillent dans la capitale et ont reçu la formation à l'étranger. Les traitements nécessitent souvent plusieurs visites sur site, ce qui peut prendre beaucoup de temps ou qui peuvent coûter très cher. Cela est limité par la géographie et la localisation des clients. Cela peut exclure des personnes dans des régions rurales qui peut être un problème dans des pays comme le Népal. Il y a aussi des attentes par rapport au rôle du genre et de la maternité. Souvent dans des pays, il y a cette idée que c'est la faute de la femme. Cela peut créer des problèmes de l'abandon ou même de divorce pour les femmes dans ces pays. À l'avenir, nos plans pour la lutte contre l'infertilité et l'utilisation de ces données, pour nous, les estimations devraient appuyer un dialogue au niveau de la politique. Les gouvernements pourraient fournir plus de formations, de sensibilisation, de campagnes de communication. Les estimations nous démontrent les incidences sur la communauté et la santé de la communauté. Cela pourrait avoir un effet sur l'offre des assurances. Les estimations peuvent aussi influencer les ONG et les gouvernements dans leur travail pour fournir un accès aux soins de l'infertilité. Pour nous, nous pouvons continuer le travail de recherche et de la mise en œuvre pour trouver les meilleures pratiques pour offrir des services de l'infertilité dans des pays à revenus faibles et intermédiaires. Nous pensons que cela pourrait être inclure dans l'éducation sexuelle et dans les services de conseil pour la planification familiale. Nous espérons voir l'élaboration des programmes de sensibilisation pour effacer la stigmatisation. Nous espérons aussi voir la création d'un système de référence
pour la FIV et d'autres services de l'infertilité. Nous aimerions mener des enquêtes et des études pour comprendre comment atteindre des populations dans des zones rurales. Cela pourrait inclure des formations pour les services de conseil et nous allons mettre l'accent sur la référence pour le traitement et pour les questions liées à l'infertilité. Je serai très contente de répondre à toutes vos questions dans la fonction questions-réponses. Merci. Merci beaucoup, Nathalie. Merci d'avoir présenté la réalité de la fourniture de services et de la situation des prestataires, mais aussi d'avoir parlé du travail que vous avez effectué pour améliorer l'accès et pour réduire euh, la stigmatisation. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer au prochain intervenant. C'est un plaisir de vous présenter Willibald Zeck, qui est le chef du service de la santé sexuelle et reproductive de la division technique au siège du FNAP à New York. Dr. Zeck était auparavant le chef de la santé mondiale des mères, des nouveau-nés et des adolescents au siège de l'UNICEF. Avant de rejoindre le siège de l'UNICEF, il a travaillé avec des patients dans plusieurs régions du monde. Vous êtes ici pour présenter le point de vue du FNUAP et compte tenu de ces estimations, quelle est votre stratégie et quelle sera l'influence de ces estimations sur le travail du FNUAP pour lutter contre l'infertilité? Quelles sont, selon vous, les principales priorités en termes de politique, de plaidoyer, de services, de financement et d'autres aspects de la fécondité? Nous savons que vous avez récemment lancé un plan. Merci beaucoup, Ian, et félicitations à l'OMS pour ce lancement de ces estimations. C'est un moment très important et cela aura un effet sur nous tous, surtout au FNUAP. Nous allons essayer d'intégrer les services de fertilité dans nos programmes, mais il y a des questions ou des occasions à l'extérieur du secteur de la santé et aussi des occasions internes. Nous voyons plusieurs femmes qui ont subi les conséquences quand elles sont souffrantes de l'infertilité. Il y a des conséquences au niveau de la communautaire et au niveau personnel. En même temps, nous savons qu'il y a plusieurs différences entre les expériences des hommes et des femmes qui sont touchés par l'infertilité. Souvent, nous pensons à l'infertilité chez les femmes et nous écartons l'infertilité chez l'homme. Ce que nous avons identifié et ce qui pour nous est très important sont les IST, les infections sexuellement transmissibles. Nous avons vu une augmentation mondiale de la gonorrhée et de la chlamydie. Et nous avons aussi compris que souvent, il n'y a pas de symptômes. Les hommes ou les femmes n'ont pas de symptômes et cela peut rendre difficile le traitement et la lutte contre ces infections. Il y a d'autres domaines de travail où l'intégration est essentielle. Nous savons qu'il y a aussi des pratiques nuisibles. La mutilation génitale féminine peut être une cause de l'infertilité. Ce sont des pratiques traditionnelles et cela pourrait aussi avoir un effet sur la qualité des soins gynécologiques. Les
Les fistules peuvent avoir un effet sur la fertilité et la santé sexuelle et reproductive des femmes. Il est très important pour des femmes d'être capables de continuer avec une vie épanouie même après avoir eu une fistule. Pour les questions de fertilité, les avortements non sécurisés peuvent aussi avoir un effet important. Et d'intégrer l'infertilité dans la couverture maladie universelle. Ce n'est pas encore beaucoup le cas, mais on en discute à l'international et ce serait bon que la communauté mondiale fasse un effort pour intégrer les soins d'infertilité dans la couverture maladie universelle. Les agents de santé doivent également être plus compétents et plus informés dans ce domaine. Ce n'est pas car en effet, il faut prendre des mesures très simples. L'obésité qui est en augmentation dans tous les pays, le tabagisme également, pour, en matière de changement de mode de vie. Et donc, ce type d'intervention peut être fait par des agents de santé, des sages-femmes ou des médecins. Il y a également d'autres choses à faire, par exemple pour éviter l'incidence trop élevée des fistules qui entraînent souvent des conséquences obstétriques assez mauvaises. Et en ce qui concerne la violence de genre, il faut intégrer des programmes sur la violence de genre dans les services de santé afin de travailler de l'intérieur. Et enfin, n'oublions pas qu'il faut avoir une approche basée sur les droits et donc veiller à ce que les droits de reproduction soient satisfaits. Merci beaucoup, Will. Des points très intéressants. Je soulignerai, par exemple, veiller à ce que l'infertilité soit inclus dans la couverture maladie universelle et donc ces divers aspects sont importants. Par ailleurs, il faut toujours présenter cet aspect comme une question de droit. Donc, on peut vouloir la contraception, mais également obtenir le droit à la fertilité. Donc, nous arrivons à la fin de la première partie de ce panel avec les perspectives des pays et des patients. Et donc, je présenterai avant tout le professeur Zozo Néné, qui est professeure adjointe en médecine de la reproduction et obstétricienne gynécologue. Elle dirige l'unité d'endocrinologie à l'hôpital universitaire Steve Biko et l'université de Pretoria. Elle a rédigé les lignes directrices cliniques nationales pour une conception sûre et concernant l'infertilité. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Et Zozo, dans votre pays, l'Afrique du Sud, on a constaté des progrès considérables dans le domaine de l'infertilité et des soins. Et donc, vous pourriez constituer un exemple pour l'Afrique et les autres pays. La politique nationale intégrée en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs a été révisée en 2020. Et donc, qu'est-ce que ceci signifie pour votre pays et comment abordez-vous ceci? Comment ces estimations nouvelles vont vous permettre de déployer tous les services qui sont prévus? Merci. Merci, Ian, et je remercie l'OMS de m'avoir invité aujourd'hui à faire partie de ce panel pour partager l'expérience
de l'Afrique du Sud. Nous avons identifié et reconnu l'infertilité comme un problème. C'est l'une des priorités de SSR aujourd'hui. Le ministère de la Santé a répondu à ce problème en étudiant ces politiques. Comme l'a dit Ian, notre politique a été révisée pour comprendre en 2020 l'infertilité et la sous-fertilité. Donc, pour la première fois, des objectifs dans ce domaine ont été intégrés à la politique, disant spécifiquement que nous devions fournir des services de conception sécurisés et contre l'infertilité en matière de diagnostic et de traitement de l'infertilité. Nous avons élaboré les lignes directrices en matière de conception sûre et de fertilité. Et ce faisant, ça a été bien sûr une entreprise incluant de nombreux organes de notre pays, des praticiens, des universitaires, des groupes de plaidoyer, des chercheurs, des médecins, bien entendu. Ceci afin d'assurer que ces lignes directives soient complètes, inclusives et qu'elles adoptent également l'approche du cycle de vie de la reproduction. Nous avons donc fait des recommandations, soins préalables à la conception, traitement des patients en matière d'infertilité et également des études sur la rentabilité des traitements de l'infertilité et également des traitements spéciaux pour des groupes particuliers. Aujourd'hui, cette politique a été mise en place, les lignes directrices ont été mises en place et il était temps d'effectuer la planification de ces programmes et de mettre en place des stratégies pour les stratégies de soins contre l'infertilité dans notre pays. Il fallait donc comprendre l'étendue de ce problème dans notre pays. Nous avons donc entamé une étude pour comprendre la prévalence de l'infertilité dans notre pays. L'étude a été menée à bien et nous allons bientôt communiquer les résultats car nous en sommes encore à la phase de l'analyse. Au ministère de la Santé, il est reconnu que l'amélioration des services et l'accroissement de l'accès aux soins pour lutter contre l'infertilité nécessite un personnel médical formé, ce qui entraîne l'amélioration des capacités des personnels de santé et veiller à ce qu'il y ait une augmentation des centres d'excellence en matière de traitement de l'infertilité. Notre ministère a donc élaboré un programme d'enseignement au sein duquel le traitement de l'infertilité a sa place. C'est d'ailleurs un programme totalement autonome. Et donc, des prestataires de soins de santé ont déjà été formés et ont étudié ces modules sur l'infertilité. Il y a eu également des formations, des modules de formation numérique à distance et en présentiel. Et nous avons également établi un partenariat avec l'Université de Pretoria dans le même sens. Ce qui a été fait à la fois dans les secteurs publics et privés avec des spécialistes, des médecins généralistes, des infirmiers, des chefs, des responsables de programme et d'autres intervenants. Notre prochaine action sera de veiller à la création de ces centres d'excellence pour le traitement de l'infertilité et de mettre en place des traitements qui sont pertinents pour la population de
l'Afrique du Sud, ce qui nous permettra d'affecter des ressources pour le traitement et la gestion de l'infertilité dans notre pays. Comme l'a dit quelqu'un d'autre, en Afrique du Sud, nous sommes également en train de passer à une fourniture de couverture santé universelle afin que l'accès soit universel aux services d'infertilité également. Merci beaucoup, Zozo. Vous avez fait une présentation extrêmement intéressante. La description des activités menées en Afrique du Sud sont vraiment importantes. Vous avez accompli beaucoup de progrès. C'est donc un exemple de ce qu'il peut se passer lorsqu'un gouvernement prend la situation au sérieux. Franchement, je pense que ceci ouvre la voie pour donner l'exemple sur ce qui peut être fait, d'autant plus que la couverture santé universelle peut intégrer les soins sur l'infertilité s'il y a la volonté des pouvoirs publics. Et j'encourage tous les autres pays à faire de même. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à notre intervenante suivante. Je vais donc la présenter. Pour ceux parmi vous qui regardent l'heure, vous constaterez qu'il nous reste 5 minutes avec euh, trois autres intervenants. Je ne veux pas les empêcher de parler. Accepteriez-vous de rester 15 minutes supplémentaires jusqu'à 30, l'heure plus 30 minutes? Donc, Maria Victoria Mansour est médecin obstétricienne et gynécologue, spécialisée en médecine de la reproduction et légale. Elle travaille au ministère de la Santé de l'Argentine depuis 2014 et après la promulgation de la loi sur la procréation médicalement assistée. Elle coordonne le programme national de procréation assistée aujourd'hui. Et donc, en effet, l'Argentine a également fait des grands progrès dans la fourniture de services pour l'infertilité. Quelle est la situation actuelle depuis que vous avez mis cette politique en place? Quelle est la situation actuelle? Pouvez-vous nous donner des exemples de réussite et de façon dont vous avez pu intégrer les soins de fertilité dans les soins de santé primaires? Il serait également intéressant de savoir comment le traitement antirétroviral, y compris la fécondation in vitro, sont financés en Argentine. J'ajouterais que Victoria parlera en espagnol, donc veillez à écouter l'interprétation si nécessaire. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup à Nandita de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous voir tous réunis et vraiment c'est un travail exceptionnel qui a lieu. Je vais essayer d'être la plus brève possible. En Argentine, comme il a été dit, depuis 2013, il y a une loi qui a permis que les traitements de fertilité de faible ou de grande complexité euh, soient entièrement gratuits. Ces traitements sont également fournis aux couples aux couples homosexuels ou aux célibataires ou aux personnes qui ont besoin de cryo-préserver leurs gamètes pour des raisons diverses, comme par exemple des problèmes de cancer. La loi prévoit que les personnes peuvent accéder à 4 traitements peu complexes et 3 traitements très complexes qui sont financés par la sécurité sociale si la personne a droit à l'aide sociale, par la médecine privée, si la personne s'adresse à la médecine privée, ou du secteur public pour les personnes qui n'ont pas de couverture sociale. Sur ce plan que vous pouvez voir, vous constaterez que l'Argentine dispose de 5 établissements qui peuvent faire effectuer les traitements de haute complexité et d'autres
et 47 établissements de moindre complexité. Vous verrez qu'il y a également 96 établissements privés et donc il y a des régions où il y a une densité plus forte d'accès et des régions où l'accès est moins facile et donc ces personnes doivent se rendre dans d'autres provinces. Donc, nous avons divers cycles de stimulation qui ont été lancés dans le secteur privé avec 2716 naissances vivantes et ceci dans le secteur privé. Nous avons lancé une plateforme numérique qui permet d'obtenir en temps réel des statistiques sur les traitements effectués dans le secteur public. Dans nos politiques, nous avons également comme objectif d'effectuer une prévention et une détection précoce des pathologies qui peuvent entraîner l'infertilité. Et donc, nous essayons de renforcer ce premier niveau de l'infertilité afin de pouvoir donner tous les outils nécessaires aux équipes de soins primaires. Par exemple, il y a également d'autres possibilités. Nous avons mis en place des guides qui sont à la disposition des administratifs, des psychologues, travailleurs sociaux, biochimistes et autres, tous les personnes qui ne se consacrent pas uniquement à la fertilité. Et comme autre traitement, nous cherchons à augmenter le nombre de traitements, donc chaque année dans le secteur public. Euh, et donc, nous cherchons à améliorer le taux de grossesse et afin d'augmenter l'accès à la cryoconservation des gamètes dans le secteur public. Ceci se fait dans 7 des 24 provinces qui constituent notre pays. Et donc, nous œuvrons pour augmenter l'accès à toutes les personnes et nous avons également un projet qui vise à créer la première banque nationale de gamètes et d'embryons. Le plus important est que la médecine de la reproduction en Argentine intègre l'infertilité comme droit sexuel et reproductif. Ça nous semble très important, ainsi que le travail interdisciplinaire. C'est pourquoi nous sommes axés sur le renforcement des capacités des équipes médicales. Voilà, j'ai résumé en peu de temps le travail que nous avons réalisé. Merci beaucoup, Maria-Victoria. C'était une excellente présentation et je sais que ça a été difficile. Beaucoup, ou plusieurs aspects que vous avez présentés ont été appréciés par le public, comme nous pouvons voir dans les commentaires dans le chat. Merci beaucoup d'avoir présenté les détails de ce programme qui servira la population de l'Argentine. Notre prochain panéliste, Antoinette Rigartz. Antoinette est épidémiologiste au ministère de la Santé en Nouvelle-Zélande et elle fait du travail de l'épidémiologie de la reproduction pour le cours de la vie. Elle a mené plusieurs études axées sur la fertilité. Nous sommes ravis de vous accueillir ici aujourd'hui, malgré des problèmes de connexion et malgré leur de point de vue des chercheurs en Nouvelle-Zélande. Pouvez-vous nous dire
plus sur la recherche sur l'estimation de la fertilité au niveau national. Nous avons pour la plupart parlé des estimations au niveau mondial et régional, mais quelles sont vos expériences en Nouvelle-Zélande dans le développement des estimations? Quelles méthodes avez-vous utilisées? Avec quels partenaires avez-vous engagé? Comment cela a-t-il été financé? Comment peut-on, quels sont les enseignements que nous pouvons tirer de vos expériences? Merci. Thierry Cato, je suis ravie d'être ici et de présenter les informations d'Aotearoa en Nouvelle-Zélande. Nous avons eu de la chance ici parce que nous avons une étude de cohorte au sud de la Nouvelle-Zélande. Cette étude a mesuré les résultats reproductifs pour plusieurs personnes, plusieurs populations. Nous avons même fait des études pour des personnes de plus de 45 ans. Les estimations ont été publiées en 2015 et nous avons pu poser des questions pour collecter des informations. Première question, avez-vous déjà essayé pendant 12 mois ou plus de, de concevoir? Et deuxième question, avez-vous besoin d'utilisation de l'assistance médicale pour concevoir? Il y avait bien sûr des questions de suivi. Il y avait une question, si oui, combien de temps avez-vous essayé ou fait des tentatives de concevoir et à quel moment avez-vous utilisé l'assistance médicale? Nous avons reçu des financements de l'Université de Taiga parce que cela peut être difficile d'avoir le financement pour des études différentes. L'étude au sud de la Nouvelle-Zélande a reçu du soutien financier du gouvernement. Et ces deux études ont été publiées au même temps. Et il y avait l'étude de cohorte qui a inclus les hommes et les femmes. L'autre étude était plutôt des femmes. Cela nous a donné des informations sur les liens. Nous avons travaillé avec le ministère de la Santé. À l'époque, je ne travaillais pas là-bas. Et heureusement, il y avait un taux de réponse de 98% à ce sondage national. C'était très bien que le gouvernement a accepté d'intégrer ces questions dans le sondage parce que le gouvernement reconnaît l'importance de ces questions. Par le passé, les deux études qui ont déjà été effectuées ont eu lieu dans le sud de la Nouvelle-Zélande et nous avons besoin d'informations pour toute la population. Nous avons conçu une étude de population et nous avons utilisé les informations des records de naissance et nous avons pu suivre les membres de la population tout au long de la vie. Pour faire des estimations de l'infertilité, nous avons constaté plusieurs problèmes avec les lignes directrices que nous utilisons pour les soins de santé financés par le gouvernement. Avec cette étude, nous avons découvert que
la résolution de l'infertilité n'a pas été affectée avant d'avoir l'indice de masse corporelle de plus de 35. Nous avons aussi parvenu à un consensus parmi dans le secteur de la santé publique que l'infertilité représente un problème important parce que le taux de l'infertilité était très élevé. Désolée, je vais boire un peu d'eau. En fait, j'ai eu la COVID très récemment. Et le taux de l'infertilité a été assez élevé entre des ethnies différentes, même si l'indice de masse corporelle ne l'était pas. Les services des soins de santé, pour l'instant, sont axés sur la prévention de la COVID et je pense que nous sommes en train de sortir de la phase de prévention de la pandémie et nous pouvons passer à la réforme. Ce que nous avons entendu du ministère de la Santé, il y a 2 semaines, nous avons publié notre stratégie pour la santé publique en Nouvelle-Zélande et nous sommes en train de réviser les soins de maternité et cela fera partie de notre structure de santé publique. Et j'espère que nous pouvons continuer à utiliser les résultats de nos études de cohorte pour avoir plus d'informations. Merci beaucoup, Antoinette. Vous avez présenté des informations très pertinentes. Merci d'avoir parlé des défis de recherche et d'élaborer des estimations. C'est vrai qu'une étude de cohorte est un bon mécanisme pour avoir des données, mais ce n'est pas le mécanisme le plus facile à mettre en œuvre. Mais pour des questions d'infertilité, il est essentiel d'avoir plus d'informations et j'espère qu'à l'avenir, vous aurez beaucoup plus d'informations très utiles. Vous avez dit qu'il y a des taux très élevés de l'infertilité. Je pense qu'il est important de ventiler les données par région, par pays, parce que cela pourra avoir des incidences sur la prise des décisions pour le secteur de la santé. Merci pour tout ce que vous avez présenté. Nous allons passer maintenant à la prochaine intervenante. Nous avons Anita Fincham qui travaille à Fertility Europe, qui est une organisation européenne de patients. Donc, elle représente les patients souffrant d'infertilité en Europe. Anita travaille afin de sensibiliser le public à l'infertilité et de plaider en faveur de l'égalité d'accès à des traitements fertilité sûrs et efficaces pour tous ceux qui en ont besoin. Je sais que cela a été le sujet de plusieurs questions et commentaires dans le chat. Anita, selon votre compréhension des contextes dans les différents pays d'Europe, quels sont les principaux problèmes auxquels les patients sont confrontés au quotidien lorsqu'ils suivent un traitement contre l'infertilité? Pouvez-vous nous donner des exemples de réussite sur la manière dont l'accès aux services de traitement de la stérilité peut être amélioré? Pouvez-vous aussi nous parler de l'utilisation de ces estimations et comment ces estimations seront utiles pour votre travail et plus spécifiquement dans l'accroissement de l'accès au traitement de la fertilité? Anita, à vous. Bonjour, merci de me donner l'occasion de présenter la perspective des patients et merci également pour tout le travail qui a été accompli pour produire ce rapport. C'est un outil très important pour nous. À Fertility Europe, nous représentons les patients. C'est pourquoi je parle en leur nom et au nom de tous ceux
qui ont connu des problèmes de ce type. Ça a été très intéressant pour nous. Nous savons que connaître l'infertilité, on la connaît, on se sent très seul. Nous sommes d'une génération qui a été laissée sans aide dans une situation différente en raison des changements sociaux rapides, de changements sociaux qui ont permis aux gens d'avoir des enfants plus tard. Et il est donc, on essaie maintenant d'avoir des emplois sûrs avant d'avoir des enfants, et donc on décide d'en avoir plus tard et on s'aperçoit que ce n'est pas toujours possible. Et le diagnostic est un diagnostic d'infertilité et les gens ne sont pas prêts pour cela. Ils n'ont pas été sensibilisés à la fertilité ou l'infertilité et les traitements euh, pour l'infertilité, y compris quand on étudie l'Europe. C'est avec le Parlement européen pour les droits sexuels et de la reproduction, nous avons établi ce plan, cette carte, et qui vous montre les problèmes que l'on connaît en Europe. L'Europe est très privilégiée par rapport à bien d'autres régions du monde. Et on peut voir donc les données à partir de ce rapport au niveau européen pour le plaidoyer. Nous cherchons à mettre en avant les véritables besoins des patients qui ont besoin de suivre des traitements pour la fertilité, pour sensibiliser les décideurs sur l'importance de l'éducation à cet égard et le fait que l'éducation ne peut pas venir des médias et des réseaux sociaux par le biais d'histoires racontées par des gens. Donc, nous avons besoin en Europe et dans le monde de bénéficier d'un accès égal à ces services de traitement de l'infertilité. Ce n'est pas la réalité en Europe, comme vous le savez certainement, ni même dans le reste du monde. Tout dépend, il y a des questions d'âge, de situation financière, d'orientation sexuelle. Ce n'est pas une situation acceptable et donc nous faisons du plaidoyer pour renforcer la sensibilisation, l'éducation et l'accès à ces services. Cette année, nous prévoyons d'élaborer un livre blanc expliquant aux décideurs ce dont a besoin l'Europe en matière d'appui à apporter aux patients qui souffrent d'infertilité. Nous prévoyons également à la fin de l'année d'ajouter un atlas des politiques de traitement de l'infertilité. J'aimerais que tous les pays soient verts sur cette carte, mais les changements sont lents. Et il faut expliquer, il faut
éduquer les gens dans la société. Il faut qu'ils puissent demander aux décideurs de quels changements ils ont besoin. Mais en ce qui nous concerne, ces changements ne sont pas assez rapides et beaucoup de gens perdent la possibilité d'avoir des enfants parce que le temps passe et le temps n'est pas un ami de l'infertilité. Et donc, avec nos activités, nous obtenons des données euh, essentielles, hein. Ceci nous permet de faire notre travail efficacement et il est vrai que nous plaidons pour l'accès universel aux soins d'infertilité et aux soins de santé. Merci. Les questions que vous avez soulevées ici, comme le montre la carte, montre que l'Europe a des situations extrêmement diverses et je suis content d'entendre que vous sentez qu'il y a un peu de lumière au bout du tunnel et que l'Europe va dans la bonne direction pour ceux qui cherchent à obtenir des traitements contre l'infertilité. Et je suis certain que beaucoup de gens auront des questions à vous poser. Ceci donc nous amène à la fin de cette session. Merci à tous les panélistes qui ont fourni des informations essentielles. Nous espérons que que les personnes ayant assisté à ce webinaire pourront poursuivre leur participation. Et je donne maintenant la parole à Nandita qui va clôturer. Merci à tous les panélistes pour les expériences qu'ils ont apportées du point de vue mondial. C'est une grande inspiration pour nous. Et je remercie également tous ceux qui sont restés en ligne après l'heure et je vais donner la parole au docteur James Chiari, qui est le responsable de l'unité contraception et soins de fertilité du département santé sexuelle et génésique à l'OMS. C'est à lui. Merci, Nandita. C'est un plaisir pour moi de vous rejoindre tous pour ce webinaire et je souhaite féliciter toutes et tous les intervenantes. Ça a été vraiment très intéressant. Guitao et toutes nos autres collègues qui ont déployé des efforts gigantesques pour obtenir ces résultats. Donc, chapeau, bravo. Les commentaires dans la boîte de discussion sont élogieux. En ce qui concerne mes réflexions à l'égard de ce webinaire, je pense que le message est très bien passé concernant la prévalence qui est élevée, qu'il y a un véritable besoin de de porter notre attention à la fourniture de services pour résoudre les problèmes d'infertilité. Mais il faut adopter pour cela une approche progressive et intégrante. Et donc, il faut que toutes les parties prenantes commencent à aborder ce problème. Il y a un grand besoin de données plus nombreuses et de meilleure qualité et de données qui peuvent ventiler tous ces problèmes, tous les problèmes de faible fiabilité des données. Il y a beaucoup de messages que nous avons reçus. Cette question est couverte dans la presse écrite, les réseaux sociaux, mais une grande partie, c'est surtout axé sur l'importance du problème, l'ampleur du problème. Une personne sur 6 connaît l'infertilité à un moment de sa vie, même si il s'agit là d'un problème très important. Dans ce webinaire, nous avons tenté d'aller plus en profondeur pour savoir ce que nous pouvons faire pour améliorer nos performances
Nous avons vu quelles étaient les difficultés auxquelles nous faisions toujours face, l'importance d'élargir l'accès au traitement, élargir l'accès aux personnes non hétérosexuelles, ainsi que l'importance de l'appui des gouvernements à ces services. Nous avons entendu des contributions extrêmement intéressantes, des panélistes intervenantes et des différentes parties prenantes. Et donc, je ne leur rendrai pas service si je cherchais à résumer tous les éléments qui ont été soulevés. Pour moi, il y a eu des réflexions très concrètes et pratiques et j'ai hâte de continuer à travailler avec toutes et tous afin que nous effectuions des progrès dans ce domaine et j'espère que lors de notre prochaine réunion, nous pourrons confirmer que nous aurons accompli des progrès pour atteindre cet objectif. Je remercie Nandita et tout le monde à IBP de nous avoir accueillis et je vous remercie pour cet excellent webinaire. C'est à vous, Nandita. Merci, James. Encore une fois, je me fais votre écho. Merci à tous les panélistes. Près de 400 personnes ont se sont connectés à ce webinaire et plus de 300 sont restés après l'heure. J'annoncerai que la communauté de pratique que nous sommes en train de lancer doit partager davantage ses activités, effectuer un échange d'expériences afin que nous puissions avancer dans cette activité. N'hésitez pas à rejoindre cette communauté de pratique. Nous vous ajouterons à votre demande et nous avons hâte de poursuivre le dialogue. Je vous remercie tous, participants et intervenantes, et je remercie les interprètes qui sont restés plus tard. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et j'espère que nous resterons tous en contact. Au revoir.